Finalement, je vais poursuivre l'introduction de cet après-midi. Là, l'objectif, ça va être, enfin, je me suis donné deux objectifs. C'est un, vous donner quelques cadres on va dire factuels, des chiffres, pour pouvoir réfléchir, si on fait un minimum, et je vais vraiment me limiter à un minimum de chiffres. Et puis, quelques cadres dans lesquels s'inscrit la réflexion sur cette problématique. Alors, j'ai fait passer par différents canaux des expériences de pensée. Certains ont pu participer à ces expériences de pensée. On en reparlera tout à l'heure à la table ronde. Il y avait une expérience de pensée qui tournait autour du dernier homme sur Terre, qui décide d'appuyer sur un bouton et qui entraîne l'extinction de toute vie végétale. Et je demandais aux gens de savoir est-ce qu'ils jugeaient cette action plutôt morale, neutre ou condamnable. Il y avait une seconde expérience de pensée dans laquelle une réanimatrice du futur est appelée au chevet d'un patient. Un patient qui a, on va dire, 4 chances sur 5 d'avoir une issue défavorable au terme de sa prise en charge en réanimation. Et elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle prend en charge ou pas. Et selon les groupes dans lesquels les gens participaient, ils avaient une information supplémentaire ou non sur l'impact carbone de la prise en charge du patient. Troisième expérience de pensée, c'est celle de la directrice d'entreprise qui cherche à maximiser les profits de son entreprise, et on lui dit qu'il y a une méthode qui va permettre de maximiser les profits. Et selon que vous étiez dans un groupe ou un autre, on en discutera à la table ronde, cette intervention allait nuire à l'environnement ou bien allait favoriser l'environnement. Et la question qui était posée, c'était, d'après vous, est-ce que l'action de la directrice est intentionnelle? La quatrième expérience de pensée, c'est celle qui est peut-être la moins fantaisiste. Dans un futur proche, on demande aux personnes en fait, de choisir entre l'avion et la viande. Et ça, c'était une petite curiosité, je voulais savoir quelles étaient les préférences des uns et des autres. On pourra en rediscuter. Je vais faire mon topo un petit peu dans un sens inverse par rapport au papier scientifique où généralement on parle et puis on donne les sources après. Je vais faire l'inverse, je vais d'abord présenter les sources. Et ce faisant, je vais illustrer en fait comment je suis entré dans cette thématique. Je suis entré dans cette thématique des enjeux énergétiques il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4-5 ans. J'étais sur YouTube et puis je tombe sur une vidéo assez austère, 1h30 d'un monsieur qui est de dos là, sur la photo, qui est auditionné par une commission du Sénat. Et c'est sur le coût réel de l'électricité. Il y a assez peu de mise en scène, il n'y a pas de musique. Mais je suis resté scotché d'un bout à l'autre, et après j'ai un peu suivi tout ce que ce monsieur avait fait. Alors ce monsieur il s'appelle Jean-Marc Jancovici, et autour de lui il y a deux structures qui gravitent. Il y a le Shift Project, qui est un club de pensée qui a pour objectif de favoriser la décarbonation de l'économie française. Et à côté de Shift Project, c'est monté une association qui s'appelle les Shifters, qui ont la même ambition. Alors moi j'ai adhéré aux Shifters, mais de manière, comme je disais, purement passive, juste en participant via Hello Assos de manière symbolique, et puis en écoutant certains webinaires. Mais ils ont fait des travaux qui sont assez intéressants, et je vais vous montrer une diapositive qui est issue de leur travail. Pour ceux qui aiment aussi regarder des choses sur YouTube, et j'ai deux autres sources qui sont très intéressantes. Il y a une source qui s'appelle Le Réveilleur, c'est une chaîne YouTube qui présente en fait tous ces enjeux énergétiques et de développement, avec une analyse de documents parfois qui sont très complexes, et en fait, je trouve que c'est une ressource très utile. Et puis Maxime Lambrecht, c'est l'image en bas à gauche, qui est philosophe, enseignant-chercheur de formation, et qui se spécialise sur la vulgarisation des enjeux de l'éthique et du climat. Et là aussi, c'était une vraie découverte, et je trouve que ce sont des sources qui sont très, très facilement accessibles. Donc je vous disais des chiffres clés, vraiment je ne vais pas en sortir beaucoup. L'idée c'est d'avoir juste des ordres de grandeur en tête. Par exemple, nos émissions de tonnes de CO2, en France, c'est de 500 millions d'équivalents CO2. Et vous savez qu'on a signé des accords de Paris vers 2015. Et l'objectif qui a été donné dans la suite de ces accords, c'était de dire que
il ne faudrait pas qu'on ait des élévations de température globale au niveau planétaire de plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc entre l'ère pré-industrielle et 2100, il ne faut pas que la température globale augmente de plus de 2 degrés, sinon les conséquences seront encore plus majeures. Donc ça, c'était le cap qui a été donné. Et partant de là, une fois qu'on s'est donné cet objectif, il faut réfléchir sur comment le traduire en pratique. L'image de gauche, c'est une iconographie qui date d'il y a quelques années, mais de la même manière, ce qui est intéressant, c'est surtout l'ordre de grandeur, c'est d'avoir en tête qu'un Français moyen, vous, moi, on est responsable de l'émission de 10 tonnes de CO2 par an. C'est l'ordre de grandeur. C'est probablement un petit peu moins, mais ça varie selon les pays en Europe. Mais en tout cas, on est responsable de l'équivalent de 10 tonnes de CO2. Et pour satisfaire cet objectif des 2 degrés maximum d'élévation de la température, il faudrait arriver d'ici 2050 à de l'ordre de 2 tonnes de CO2 par personne. Donc là, je vous ai mis ce schéma parce que je le trouve très illustratif. Vous voyez le grand carré rouge, ce sont les transports, le carré jaune, c'est l'alimentation, et puis à droite, c'est d'autres sources. Comme ça, je vous laisse réfléchir sur quelle activité vous pouvez empiéter pour atteindre les 2 tonnes d'émissions de CO2. Enfin, si vous le souhaitez, c'est l'objet de la discussion de cet après-midi. Et l'autre élément que je trouve parlant, c'est, je l'ai pris donc sur le rapport de santé du Shift Project. Donc le Shift, ils ont réfléchi d'une manière de se dire, donc l'objectif c'est de satisfaire les objectifs de Paris 2015. Pour cela, il faut réduire notre empreinte carbone. Et pour cela, il faut réfléchir de manière globale, pas secteur, mais vraiment de manière globale, parce que tous les secteurs sont interdépendants et ce serait peu efficace de se centrer sur certains secteurs. Donc une fois qu'ils ont pris leur méthodologie, il fallait voir chacun des secteurs leur part dans cette émission de CO2. Et c'est ainsi qu'ils ont produit un rapport santé en 2021, première version, puis une version plus récente en 2023, où ils identifiaient que la part de la santé dans nos émissions de CO2, c'était de l'ordre de 8%. Et si on regarde à l'intérieur de ces 8%, les premiers postes, alors c'est des histogrammes en bleu foncé, premier poste c'est l'achat de médicaments, suivi par l'achat de dispositifs médicaux, donc ça fait 29% et 21%, 11% ensuite c'est l'alimentation, puis après c'est ventilé sur différentes causes. Et l'idée étant qu'une fois qu'on a fait un diagnostic, il faut réfléchir, est-ce qu'on aborde une partie thérapeutique, est-ce que les 8% d'émissions de CO2 du secteur de la santé, c'est quelque chose qu'il faut laisser tel quel, parce que la santé c'est intouchable et il faut s'attaquer aux autres secteurs, ou bien est-ce que dans le secteur de la santé, il y a également des économies entre guillemets CO2 qui sont envisageables. Et pour ce qui est des sources plus philosophiques, j'ai 2 sources dont je me sers souvent. L'une, c'est la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui est une source académique américaine, qui est très complète. Et à gauche, l'équivalent en français, on va dire encyclopédie philosophique, un peu moins d'articles, mais c'est des sources qui sont réputées de même qualité. Ce sont des articles qui sont rédigés par des universitaires sur des thématiques variées. Et les livres qui m'ont passionné pour préparer cette journée, il y a un livre auquel beaucoup de personnes font référence, c'est celui qui est à gauche sur l'écran, qui a été écrit par Catherine Larère, mais qui commence un petit peu à dater. Et un livre plus récent, rédigé par Gérald Hess sur l'éthique de la nature, qui est plus récent et qui est tout aussi complet, et qui permet d'avoir une vision un peu globale sur les différentes approches philosophiques qui traversent ce champ. Puis un autre ouvrage, je vous ai mis sur la gauche, Deepwater Horizon d'ailleurs, je vais vous parler de Deepwater dans pas longtemps. Hop, flûte. Je vous ai mis un petit mot pour commencer. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a de particulier, ce mot. Si, ça se voit. Il a une patte de trop. En fait, il a même 2 pattes de trop. Et il faut que je retienne que c'est la souris. Donc c'était un petit fait dans l'actualité qui était passé que j'avais noté. Donc c'était ce veau à 6 pattes qui était né, puis ça me fait un petit peu le buzz. Et puis pour améliorer son confort, il fallait qu'il soit opéré. Donc il y avait
une campagne qui avait permis de récolter des sous et de faire en sorte que ce veau puisse être opéré. Et puis le temps passe, je crois que c'est en septembre 2022 peut-être, 2021. Et puis un an plus tard, en fait, on apprend que l'intervention s'est bien passée, le veau a grandi, il a pris du poids, et puis au bout d'un an, c'est le destin de ce veau, le propriétaire le met à vendre pour sa viande. Et ça refait un buzz, et je trouvais ça assez intéressant comme situation. Je trouvais que ça interrogeait sur pourquoi on était ému par ce veau de gauche, et puis pourquoi finalement on était ému par la situation qui était la logique de 4 millions de veaux qui naissent par an, d'être abattus un an après pour être mangés. Qu'est-ce qui faisait qu'on s'est levé plus, on était plus ému par ce veau qu'un autre? Est-ce que c'était ses pattes supplémentaires? Est-ce que c'était le fait qu'il s'appelle Sixteen, qu'on lui avait donné un petit nom? Donc voilà, c'est... je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait allusion, ce petit film. Certains voient? Ouais. C'est la plateforme Deepwater Horizon qui avait pris feu en 2010. C'était en fait une structure qui était là pour forer dans le golfe du Mexique. Et du coup, c'est un endroit où on profondeur on peut trouver du pétrole, mais les gisements devenant de plus supérissants les uns après les autres, les explorations se font de plus en plus loin et de plus en plus profond. Et cette plateforme, elle était relativement unique à l'époque, elle a permis de forer à 10 000 mètres de profondeur. Mais il va y avoir un souci technique. En fait, elle était juste chargée de faire un trou pour créer un accès, puis après c'est notre plateforme qui vient pour exploiter, récupérer le pétrole. Et en fait, ils vont avoir des soucis techniques. Et on va avoir un puits qui va déverser le pétrole sous pression. Pour ceux qui s'en souviennent, donc ça va être beaucoup marqué dans l'actualité. Et puis en fait on en parle beaucoup les premiers jours, puis après on en parle un peu moins. Et moi je me souviens qu'à un moment donné on se disait en fait c'est fini le Deepwater ou pas. En fait ça durait comme ça, ça a commencé en avril et puis ça s'est fini définitivement en septembre. Pendant 4-5 mois, on a eu des quantités astronomiques de pétrole qui ont été déversées. Une trentaine de milliards de dollars engagés pour la prise en charge immédiate, on va dire d'urgence, et puis une vingtaine de milliards de dollars ensuite en justice. Donc là, on est quelques années plus tard, on pourrait se dire finalement, est-ce que tout ça s'est réglé, parce qu'il y avait un enjeu initialement, parce que les responsabilités étaient partagées entre celui qui forait, celui qui était propriétaire de la plateforme, et British Petroleum qui était derrière, qui passait commande. Donc il y a eu des enjeux comme ça juridiques pour savoir qui était responsable. Donc finalement tout ça a été réglé, il y a une somme qui a été payée, et on pourrait se demander, bon, dans ce cas-là, est-ce que tout va bien? Alors j'ai fait un petit calcul hier soir, mais toujours pareil, c'est des ordres de grandeur. Parce qu'en fait, il parle souvent de barils, et les barils, ça parle peu. Mais en gros, finalement, là c'est 20 milliards de dollars, ça revient à peu près 15 $ le litre de pétrole déversé dans le golfe du Mexique. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas beaucoup? Ce sont des questions. Et puis, une deuxième et dernière vidéo. Celle-ci, je vais vous expliquer en même temps que je parle, c'est extrait d'un film. Je ne sais pas si certains l'ont vu, c'est plus évident lorsqu'on a vu le film. En fait, c'est une course-poursuite entre deux voitures, il y en a une qui roule en arrière, on ne comprend pas trop pourquoi au début. C'est une fiction en fait où on a des protagonistes qui vivent dans un temps comme vous et moi, et puis d'autres protagonistes dans cette histoire qui viennent du futur et qui en fait ont une flèche du temps inversée. Et les protagonistes du futur en veulent aux protagonistes du présent. La cause elle n'est pas très claire au début. Je pense qu'elle reste suffisamment vague pour qu'on puisse mettre différentes lectures, mais globalement on comprend que le futur de cette humanité du futur n'est pas très chouette, et qu'ils en veulent beaucoup aux gens du présent, et que ils ont décidé d'envoyer des gens dans le passé pour changer le cours des choses. Et je trouvais de la même manière ce point-là assez intéressant et faisant écho peut-être à d'autres questionnements. Donc, les différents questionnements que j'ai soulevés, finalement, ils sont assez loin des questionnements éthiques que nous on se pose d'habitude. On est plutôt sur de l'éthique médicale. Alors l'éthique, c'est quoi? On peut dire, pour faire court, c'est de réfléchir
aux pratiques que l'on a et savoir est-ce que ces pratiques sont bien ou mal. L'éthique, ça peut être vu comme un sous-champ de la philosophie morale qui est elle-même une partie de la philosophie. Et puis l'éthique médicale, c'est une partie, c'est une éthique appliquée. Donc généralement, on a une action qui va me permettre de passer d'un état A à un état B, on se demande est-ce qu'elle est bonne, et puis on va voir différents outils pour y répondre. J'avance tout ça, ce n'est pas le but de la présentation, c'est pour dire que généralement, nous, on va, en éthique médicale, on a recours à des modes de réflexion qui sont tirés de la philosophie morale. J'en pose au moins deux qui sont l'aspect déontologisme versus utilitarianisme. En gros, c'est de savoir est-ce qu'une action est bonne parce qu'elle obéit à des principes, c'est l'image du milieu avec Emmanuel Kant, ou bien est-ce qu'une action est bonne selon ses conséquences, c'est l'utilitarianisme avec Jeremy Bentham. Et puis on utilise également d'autres principes généraux. Mais les principes que je viens de vous montrer, finalement, pour réfléchir aux premières images que je vous ai montrées, ils sont pas adaptés. Et c'est pour ça qu'il a été développé, il y a tout un champ qui s'est développé, ce qu'on appelle l'éthique de l'environnement. Alors peut-être certains préfèrent parler d'éthique de la nature en disant que l'environnement est peut-être un peu trop centré sur l'homme, tandis que la nature c'est un côté plus global qui va inclure le vivant comme le non-vivant. Et puis dans cette éthique de la nature, pourquoi? C'est peut-être une question. En tout cas, on va distinguer l'éthique qui va s'intéresser aux grands animaux, je ne vais pas vous mettre de barrière, et puis une autre qui laisse qui va s'intéresser qui laisse de côté les petits animaux. Donc en fait, il y a peut-être plutôt plusieurs éthiques de la nature. Quelques mots, pareil, parce que c'est des mots qui reviennent tout le temps et juste au moins avoir en tête à quoi ça correspond. Donc l'environnement, c'est tout ce qui va être autour d'un individu. Ça inclut à la fois du vivant, comme ce qu'on appelle le biotique, et du non-vivant, ce qu'on appelle l'abiotique. L'écologie, c'est l'étude des interactions entre les êtres vivants, entre eux et avec leur milieu. Et puis il y a des mots un peu plus compliqués sur lesquels on peut tomber. Il y a la notion de biote qui est l'ensemble des organismes vivants. Si vous intégrez leur organisation, ça donne ce mot compliqué qui est biocénose. Et donc vivant, organisation plus ce qui est autour d'eux, leur biotope, c'est ça qu'on appelle un écosystème. Et ça c'est intéressant d'avoir en tête ce que veut dire un écosystème parce qu'il y a des éthiques qui vont envisager leur réflexion à l'échelle d'un écosystème, mais leur implication dans ce cas-là, il faut avoir en tête qu'un écosystème ça peut tout aussi bien être une toute petite goutte comme l'ensemble de la Terre. Je vous ai mis une petite frise temporelle pour dire que globalement, cette éthique de l'environnement, les premiers penseurs auxquels les gens font allusion, généralement, c'est des penseurs plutôt anglo-saxons, relativement récents, 19e siècle, avec Henry David Thoreau, pour ceux qui avaient vu à l'époque Into the Wild, c'était un peu l'inspiration, Aldo Leopold, et puis d'autres penseurs, je ne rentre pas dans le détail, on pourra peut-être en revenir plus tard. Et justement, tout à l'heure, on a parlé de Hans Jonas, et avec le principe de responsabilité, c'est aussi quelque chose auquel on fera allusion. Je vais vous donner 2-3 petites anecdotes qui ont parsemé ce champ de réflexion. Il y a cette anecdote que j'aime bien, qui était liée à un biologiste américain qui s'appelle Edwin Pfister, qui a passé toute sa vie en fait, à défendre le droit à vivre de petits poissons. Et à tel point qu'il est arrivé face à la Cour suprême des États-Unis. Et au bout d'un moment, quelqu'un lui demandait mais en fait, à quoi il sert ce poisson, si vous voulez à tout prix défendre un poisson en particulier, là aussi Pyrrhinodon diabolis. Et il a fini par dire à ses interlocuteurs, mais vous, à quoi vous servez? Et c'est une vaste question finalement. Il y a d'autres questionnements qui vont traverser ce champ. On donne pour illustration le différent entre John Muir et Gifford Pinchot, qui étaient deux Américains qui avaient deux visions différentes de la nature. Le premier ayant une vision de préservation, tandis que le second plutôt une vision de conservation. Alors, comme ça, en prime abord, on ne voit pas trop la différence entre préservation et conservation. En fait, il y a la première logique en fait, qui implique de préserver les choses telles quelles, sans toucher à rien. Tandis que la seconde logique, c'est de quand même utiliser les ressources, mais en pensant à la suite à ceux qui vont nous suivre. Et donc c'est une ligne
de démarcation. Là, c'est une photo que j'ai prise hier au Rive de l'Or, précisément, je pense qu'il y a quand on va passer. La résolution n'est pas très bonne, en fait, c'est une mouche qui est au fond. Et c'est surtout que je voulais faire allusion à Thomas Nagel, qui, lui, en fait, il a raconté un petit récit où, en fait, tous les jours dans son département universitaire, il faisait pipi à un endroit donné, et il y avait une araignée qui était dans un urinoir, et du coup, elle recevait des jets d'eau. Et il était embêté pour cette araignée qui pensait à tous les jets d'eau qu'elle prenait, mais tous les jours elle était là. Et un jour, il sort l'araignée de là. Oui, c'est un sous-bizarre qui se ferme, ça se termine normalement. Et il sort cette araignée de là. Et en fait, le jour d'après, en fait, il découvre cette araignée morte. Et ça va l'interroger sur est-ce que son action était-elle bonne. Et en fait, elle nous envoie différentes visions de la protection de la nature. Est-ce qu'il faut avoir une vision interventionniste ou bien laisser les choses telles quelles. J'avance. Joël Fenberg, je vous l'ai mis tout à l'heure sur la frise. Lui, il a dans cet article The Rights of Animals and Future Generations, lui, il a défendu le fait qu'on avait des devoirs moraux vis-à-vis, alors non seulement des animaux, mais aussi des générations futures. Alors je vous ai mis son raisonnement qui était de dire, je fais une hypothèse au départ que de toute façon on comprend pas mal accepter, que dans 500 ans, il y aura des êtres humains. Notre action peut influer leur environnement, et comme psychologiquement c'est quelque chose que l'on peut entendre, eh bien il est moral de se soucier de leurs intérêts. Et un autre point de réflexion qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'on entend par valeur d'un objet. Est-ce que ce micro, en fait, il a une valeur parce qu'en fait, il fait en sorte que vous pouvez m'entendre, ou bien je considère que ce micro, il a une valeur en soi, intrinsèque, et que je pourrais le prendre et l'exposer chez moi, le mettre dans mon salon. Pareil. Donc c'est ça, en fait, ça nous invite à réfléchir à qu'est-ce que la valeur d'un objet. Est-ce que la valeur se définit au travers d'un usage, ou bien elle se définit au travers d'autres paramètres qui sont intrinsèques. Ça, ce sont des questionnements qu'il faut avoir lorsqu'on est dans ce domaine. Et une autre notion, c'est de savoir la différence entre un agent moral et un patient moral. Un agent moral, c'est un agent qui va avoir une action que l'on va pouvoir évaluer. Par exemple, Arnaud est assis là au premier rang. Je ne sais pas, tout à l'heure, il va se lever. Je peux évaluer est-ce que son action elle est morale ou pas, par exemple. Et si Arnaud bute sur une chaise, logiquement, il va pas s'excuser auprès de cette chaise. Et on ne sera pas choqué qu'il ne s'excuse pas auprès de cette chaise parce que cette chaise, pour nous, n'est pas un patient moral. C'est-à-dire qu'on peut exercer une action sur une chaise, mais elle ne nécessite pas d'être évaluée d'un point de vue moral. Alors ça paraît comme ça un peu trivial ce que je vous présente là, mais vous verrez, ce sont des questions qui sont importantes de distinguer ce qu'est un agent moral d'un patient moral. J'avais prévu un petit question pour un champion, mais je passe dessus. Et en fait, tout ça juste pour conclure sur le fait que finalement, selon les définitions que l'on va se donner, selon ce qu'on va mettre derrière le mot valeur, selon ce qu'on va mettre derrière le mot agent moral, on va avoir différentes éthiques. On peut avoir une éthique, alors le plus classique finalement, c'est d'avoir une sorte d'anthropocentrisme, c'est-à-dire d'envisager la nature juste par du fait qu'elle va profiter à l'homme, ou bien une autre vision qui est d'envisager la nature comme quelque chose qui a une valeur intrinsèque. Alors la nature, ça peut inclure donc, le non-vivant, mais on peut aussi centrer ça sur le vivant, donc on parlera de biocentrisme dans ce cas-là. Mais le vivant, quand on rentre dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, le corail, c'est quelque chose qui est vivant, mais est-ce qu'on considère que c'est un agent moral? Est-ce qu'on considère que c'est un patient moral, surtout le corail? Et donc, une autre ligne de démarcation, c'est le sentientisme, c'est de considérer la démarcation entre des individus qui peuvent ressentir des vécus positifs ou négatifs, et versus le reste. Et puis, il y a même le phiocentrisme qui intègre la vie végétale dans cette réflexion. Voilà, c'est pour poser le cadre de cet après-midi. Merci.